on est très heureux de vous recevoir. On est toujours très intéressé par ces auditions. On en a fait beaucoup et on va continuer à le faire. Ça nous est très utile, ça enrichit et notre réflexion et puis ça correspond à notre objectif notre association a été fondée il y a 1 an maintenant à partir d'un texte initial qui avait 2 objectifs. Un, renouveler les propositions et les idées de ce que j'appelle la gauche d'action, une gauche républicaine et socialiste qui entend accepter le cas échéant les contraintes du gouvernement. Donc une gauche qu'on appelle parfois la gauche de gouvernement. Mais ça ne veut pas dire une gauche inerte ou même modérée, parce que si on regarde le programme que nous avons produit, son application mettrait le pays sur une voie tout à fait différente de celle qui suit aujourd'hui. Et puis, on participe à beaucoup de discussions pour unifier, en tout cas, cette partie-là du spectre politique, pour ensuite réfléchir à une unité plus large, même si cet aspect des choses est un peu mis en veilleuse à cause de la campagne présidentielle, où, comme vous savez, il y a beaucoup de candidats. Et donc, la discussion sur l'unité, pour l'instant, est un peu au point mort. Il faut bien le reconnaître. Mais bon, on fait un travail à la fois militant et expert et intellectuel et qui est intéressant, qui est utile et qu'on met à la disposition, finalement, de tous ceux qui voudront l'utiliser. Et donc, merci de nous consacrer du temps. Et je vais vous passer la parole. On va passer la parole à Mathieu d'abord, très rapidement. Non, il fait que non. Non, à Henri, maintenant. Moi, je ferai le Henri, modérateur oui. après. Non, Henri. Henri, c'est l'intervenant. C'est ça. Non, je parlais de notre ami Bordeaux. Bon, je vous passe la parole directement, c'est peut-être plus simple. Si vous pouvez nous donner les éléments essentiels du travail que vous avez accompli, et puis ensuite, il y aura une séance de questions. D'accord. Merci, je vais mettre un petit chronomètre parce que je suis insupportable bavard. Vous pouvez faire un peu plus fort? Vous m'entendez là ou pas? On entend, mais ce n'est pas très fort. Ils sont bizarres. C'est peut-être mieux là. Ah, oui. C'est bien. Très bien. Bon, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous. Je dois dire que voilà, l'initiative, on en a parlé avec Valérie, l'initiative me plaît beaucoup. Je ne vous cacherai pas effectivement que l'obédience dont vous vous réclamez me plaît aussi également. Donc voilà, je suis très content de présenter. Ça tombe bien, exactement. Alors, donc moi, je suis directeur de recherche au CNRS. Juste, il y a plusieurs choses qui m'intéressent, c'est les politiques publiques, la décision publique, le type de savoir qui nourrit la décision publique, le type de science, et puis j'ai aussi un attrait pour ce qu'on peut appeler la société organisée. Valérie ne me démentira pas. Voilà, on vit dans une société extrêmement visqueuse, remplit l'organisation, et une partie de la difficulté qu'ont nos sociétés à se transformer, c'est aussi cette résistance des organisations. C'est pas simplement un citoyen qui transforme pas comment dire, ses comportements, c'est pas simplement un État qui est dans une relation de pouvoir compliqué avec le marché et les entreprises, c'est aussi un tissu, et je pense que cette crise l'a révélé de manière assez évidente. Cette crise, on a coutume de dire, on est plusieurs auteurs, on a coutume de dire que finalement, c'est un peu comme si on avait injecté un liquide dans un corps avant qu'il passe faire une échographie, puis on voit tout d'un coup se révéler l'ensemble du système nerveux, les artères. Là, cette crise, elle a aussi révélé l'incroyable interdépendance entre toutes sortes d'acteurs, entre les professeurs des écoles et les gens qui peuvent aller bosser, entre, bien sûr, on a beaucoup parlé des caissières et puis des livreurs, mais voilà, c'est une crise qui a révélé, j'ai envie de dire, la texture extrêmement organisée qui a donné à voir de manière encore plus nette la texture extrêmement organisée de nos sociétés. Et ce caractère, je vais y revenir, organisé de nos sociétés, c'est aussi ce qui provoque cette incapacité ou cette difficulté à agir. Voilà. Donc nous, on milite beaucoup pour attirer l'attention pour ceux qui se destinent à des projets de changement sur ces questions organisationnelles, qui ne sont pas simplement des questions de comment on agence des choses pour que ça fonctionne mieux, mais qui, et c'est un peu le drame, c'est qu'à la fois, c'est
on ne changera rien sans action collective et sans organisation, parce que les changements comme des biens publics, comme la réduction du réchauffement climatique, comme la santé publique, ne peuvent être produites que par l'action combinée de toutes sortes d'acteurs. Et en même temps, ce sont ces mêmes organisations qui offrent de la résistance aux velléités de transformation des dirigeants. Voilà, ça c'est un petit propos liminaire. Vous voyez que, rien que comme propos liminaire, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais partager mon écran et je vais vous donner quelques éléments sur une recherche qu'on mène en ce moment. On en mène aussi sur la transformation des corps, des grands corps que Emmanuel Macron décide de supprimer, sur le fonctionnement des agences, sur toutes sortes d'autres sujets de politique publique. Mais là, je vais me concentrer sur la gestion de la crise. Tu m'as donné... il faut que tu me donnes les droits de partage. Je te donne besoin de partager. Ben, écoute, plusieurs participants peuvent partager leur écran. Tu vas voir si Eh ben, ça y est, alors. Hop, c'est parti. Attends. Vous voyez? Voilà. Alors, je vous présente un petit bouquin ou les résultats d'un petit bouquin que nous avons publié il y a déjà beaucoup de temps et qui est une étude qu'on a faite à chaud, grosso modo, j'ai envie de dire du 15 mars 2020 jusqu'à fin juin 2020. Et puis, c'est une étude que l'on continue de faire aujourd'hui. On a un financement de l'Agence nationale de la recherche pour la faire. Donc, on mène toutes sortes d'interviews avec toutes sortes d'acteurs pour essayer de comprendre c'est quoi, qu'est-ce que gérer une crise, comment se prennent les décisions publiques. Si quelqu'un est capable de lire, je pourrais vous donner quelques anecdotes croustillantes sur l'organisation et les relations entre la filière administrative et politique, entre les différentes cellules interministérielles. Je pense qu'on n'a pas fini de décrypter un organigramme de la décision qui est, même s'il est très centralisé, connaît beaucoup de perturbations périphériques. Je vais y revenir. Et donc, on a fait une étude à chaud. On a été un peu stupéfait, comme beaucoup de gens, par toute une série de décisions qui ont été prises. Et cette étude à chaud, on l'a publiée donc, en décembre 2020 et on continue notre travail. Alors, on interviewe des acteurs de terrain dans les représentations extérieures de l'État, dans les ARS, dans les directions territoriales des ARS, dans les préfectures, préfectures de département, préfectures de région, dans les municipalités, auprès d'associations loi de 1901, d'acteurs privés, auprès de médecins hospitaliers, bien sûr. Et puis, on remonte la chaîne et là, on a aussi toute une série d'interviews. On commence à être à une cinquantaine avec des membres de cabinets de ministères, des gens des directions d'administration centrale, des directions et des présidences d'agences autonomes qui conseillent le gouvernement, ou pas d'ailleurs, auprès de quelques ex-ministres, auprès de gens qui ont fait partie des cellules interministérielles, de la cellule interministérielle de crise, puis du centre interministériel de crise et aussi du Conseil de défense. Toutes sortes de gens qui ont produit des gens des grands corps, essentiellement Conseil d'État et Inspection générale des affaires sociales. Bon, voilà, Cour des comptes également. Voilà. Et donc, on essaie de décrypter de haut en bas comment l'État se mobilise autour de ces questions. Alors, le premier essai qu'on a, le petit ouvrage qu'on a fait, c'est vraiment un essai qui s'appuyait, comme je le disais, sur des données recueillies à chaud. Voilà, on s'est posé les mêmes questions que vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le confinement? Et grosso modo, on avait toutes sortes de surprises. La première surprise, c'était pourquoi on n'a pas activé le plan de pandémie de 2011, qui lui-même prévoyait toute une série de dispositifs. Alors peut-être pas pour faire face à une crise de cette ampleur, mais en tout cas pour commencer à mettre en branle les services de l'État et à déclencher toute une série de réflexes et de dispositifs de veille. Et pourquoi aussi avoir activé la cellule interministérielle de crise aussi tard? Alors, le plan de pandémie grippale, quand vous l'activez, ça déclenche la cellule interministérielle de crise. Et en fait, la cellule interministérielle de crise, elle a été déclenchée, donc, qui est le dispositif à proprement parler pour mettre en place, pour répondre à ce type de crise. Elle a été déclenchée le 17 mars, d'accord? Soit après que les décisions parmi les plus importantes ont été prises. Les plus importantes, souvenez-vous à l'époque, les commentateurs disaient, ce sont des décisions les plus importantes depuis 50 ans, avec des conséquences parfaitement inconnues. Donc, comment expliquer que finalement les dispositifs qui ont été conçus
pour répondre à pareille crise n'ont pas été activés au moment où il fallait se décider. Donc on a eu cette question. Bien sûr, le temps pressait. Tout d'un coup, on s'est rendu compte dans un phénomène qu'on a appelé la panique des élites dans l'ouvrage sur lequel je ne pourrais pas revenir maintenant. Évidemment, cette contrainte politique de temps était très importante, mais on a voulu aller au-delà de ça et essayer de comprendre ce qu'il y avait des raisons derrière cette adoption. Pourquoi on a créé toutes sortes d'organisations, je vais y revenir. Pourquoi on a adopté le confinement. On ne savait pas grand-chose sur le confinement. Quand on a fait une revue de la plupart des journaux, grosso modo, entre le 15 décembre et le 15 mars. Il y a quelques scientifiques qui le conseillent dans les médias, qui ensuite ont fait partie du conseil scientifique, mais c'est une mesure qui n'est pas prévue par les plans de gestion de crise, notamment sanitaires, et c'est une décision qui est prise sans qu'on connaisse les conséquences sociales, économiques et sanitaires. J'ai envie de dire que même on n'a pas besoin d'être un épidémiologiste ou un professeur de santé publique d'envergure importante, ou un sociologue ou un anthropologue ou quelqu'un qui travaille sur la pauvreté, sur les inégalités sociales, pour savoir que ce type de mesure a potentiellement un effet très délétère à long terme. Donc on s'est posé la question, là encore, même si l'urgence est un des éléments de l'explication, de pourquoi on a activé ce plan, et puis comment expliquer finalement qu'il y a eu tellement d'endroits où la coopération s'est enfin faite entre acteurs, notamment des personnels hospitaliers. On travaille beaucoup sur l'hôpital. Le monde de l'hôpital, ce n'est pas un isolat social. Les spécialités se font gaiement la guerre sur les ressources, sur les scanners, sur les recrutements, sur les internes. Et puis là, tout d'un coup, on a trouvé des personnels hospitaliers capables de travailler ensemble. Je ne pourrais pas là encore présenter ces résultats parce qu'on n'a pas le temps, mais derrière j'ai envie de dire, l'esprit de dévotion, l'éthique, l'engagement qui ont été l'explication principale servie dans les médias, sur BFM et dans beaucoup d'enceintes. Nous, on a essayé de voir quels étaient les déterminants plus organisationnels, plus structurels, qui ont permis d'expliquer pourquoi ces gens-là ont bossé ensemble. Et notamment les anesthésistes réanimateurs et les réanimateurs médicaux, qui sont deux spécialités en France, là aussi, je vous le dis, qui se font gaiement la bourre, et bien, ils ont bossé ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que cette explication par l'éthique, elle ne tient pas vraiment, parce que ces gens qui ont réussi à bosser ensemble sur le soin, ce sont ceux-là même qui se sont fait la guéguerre sur les essais cliniques qui ont été un vrai fiasco, comme vous le savez, l'essai Discovery, un vrai fiasco en France et beaucoup moins en Angleterre. Et oula, donc comment expliquer que les mêmes personnes, si c'est vraiment l'éthique et la dévotion du soin qui les poussent, puissent coopérer sur le soin et pas coopérer sur la recherche clinique, qui est au moins aussi importante. Voilà, toutes sortes de questions. Je me dépêche un peu, je vois déjà Valérie en train de me faire les gros yeux. Alors, pour aujourd'hui, un certain nombre de constats qu'on a faits il y a déjà maintenant longtemps, c'est des constats qui peuvent être faits aujourd'hui. Et premier constat, c'est ce qu'on a appelé une frénésie organisationnelle. On est dans un paysage, le paysage de la santé et de la santé publique, où, vous le savez, on est saturé d'organisation. On a des hautes autorités, on a des agences, on a des hauts conseils, on a des organismes de recherche dédiés, on a des académies, des ordres, des sociétés savantes, on a des dispositifs de gestion de crise. Je dirais même que le champ de la santé, c'est un champ qui, historiquement, depuis très longtemps, a aussi des mécanismes, a mis en place des méthodologies de prise de décision en situation d'incertitude. Voilà, les médecins qui se réunissent autour d'un cas désespéré de cancer et qui prennent des décisions, et bien ils prennent des décisions. Il y a plein de méthodologies. Et pourtant, on a cru bon, notamment au centre Emmanuel Macron, a cru bon de créer un conseil scientifique, un centre d'analyse et de recherche et d'expertise, une task force interministérielle, ensuite un haut conseil à la stratégie vaccinale, toutes sortes de cellules interministérielles de crise, de synthèse, d'anticipation, la mission Castex, la mission Lisuret de ce général de gendarmerie qui était là pour évaluer la coordination. Vraiment, on a assisté, la cellule interministérielle de crise s'est transformée en centre interministériel de crise. On a la lettre qui a été envoyée par le Premier ministre Édouard Philippe pour nommer ce préfet à la tête de ce centre interministériel de crise. Elle est magnifique. Vous devrez vous coordonner avec toutes sortes d'organismes qui eux-mêmes se coordonnent, le SIG, etc., doivent coordonner. Voilà, il y a eu
une explosion de création et finalement, on va émettre plusieurs hypothèses et peut-être des hypothèses qui vous intéresseront et notamment qui ont des conséquences en termes de réflexion sur ce que doit peut-être être la prochaine constitution française. La première hypothèse d'explication de cette frénésie organisationnelle, c'est celle qui a été finalement pointée il y a 50 ans par Michel Crozier, qui est celle du cercle vicieux bureaucratique. C'est-à-dire qu'on a des élites administratives, mais on le retrouve aussi chez les dirigeants du CAC 40 qui entretiennent la croyance que quand on n'arrive pas à coordonner des acteurs, eh bien, il faut créer une cellule de coordination et que mécaniquement, cette simple création institutionnelle provoquera la coopération qui n'existait pas auparavant. Et c'est sans cesse comme ça. Souvenez-vous des réactions du président de la République, François Hollande, suite aux attentats de 2015. La première chose, ça a été, une partie de notre incapacité à prévoir provient du cloisonnement et de la guéguerre que se livrent différents services de renseignement et différentes polices. Eh ben, on va fusionner, on va créer, et il y a vraiment cette idée. Alors, c'est une croyance qui se renouvelle pas mal dans le management avec aussi l'idée que si ce n'est pas une création institutionnelle, ce sera la mise en place d'outils numériques, par exemple, qui vont régler ces problèmes de coordination. L'hypothèse, à notre avis, la plus intéressante, c'est que cette création, finalement, elle illustre un tropisme politique qui est très fréquent dans la gestion de crise. La création, en fait, cette crise, elle manifeste, tout le monde l'a dit maintenant, on avait l'impression d'être innovant quand on le disait en novembre 2020, mais elle se manifeste dans une gestion élitaire, non pas élitiste, élitaire, c'est-à-dire un tout petit nombre de personnes, avec différents moments. Au début, c'est le conseil scientifique et le triumvirat du Premier ministre, du ministre de la Santé et du président de la République. Et puis ensuite, de nouveau, elle devient un peu multipolaire. Puis quand il y a la deuxième vague qui arrive, de nouveau, ça se resserre dans le conseil de défense parce que notamment, le conseil scientifique n'est plus aussi docile qu'il pouvait l'être auparavant. Et puis parce que, j'y reviendrai, le ministère de l'Intérieur est venu dans la course. Donc, pourquoi on crée ces institutions? Eh bien, pour nous, c'est pour maximiser la capacité de décision autonome. En situation de crise, on remarque, on l'a vu avec Kennedy dans la gestion des crises des missiles de Cuba, on l'avait vu aussi avec Cazenave le lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Si vous activez les mécanismes traditionnels de gestion de crise, comme la cellule interministérielle de crise, vous faites monter à la table des discussions des agences, des ministères, des organismes de recherche, toute une série d'acteurs qui non seulement ont leur routine, ont leur façon de fonctionner, mais ont leurs propres intérêts, sont parfois en guerre les uns avec les autres. Et donc, c'est le réflexe typique de quelqu'un qui veut gérer la crise et qui veut maximiser sa capacité de décision et d'action autonome. C'est au contraire de créer des institutions un peu hors sol, qui n'ont pas besoin d'être connectés et qui peuvent prendre des décisions, croit-on, plus autonomes. Donc Kennedy le fait, il est obligé d'activer le comité exécutif de sécurité nationale qui est prévu par les textes américains en pareille situation, mais par ailleurs, il se crée à sa main un comité d'experts dans lequel il peut avoir une parole libre, où les experts eux-mêmes peuvent avoir une parole libre. Donc c'est un phénomène typique, et ce phénomène typique, je dirais qu'il est renforcé par une personnalité, Emmanuel Macron, qui se méfie. Et on a eu beaucoup de démonstrations de ces agences, de ces administrations, qui a été échaudée aussi par la façon dont la sécurité civile a géré l'affaire de Katrina. Il ne fait pas confiance à ses ministères et en plus, il a, j'ai envie de dire, une espèce de fascination pour des petites cellules agiles. On sait bien sa fascination pour l'économie numérique, pour soi-disant ce que procurent des organisations très horizontales, très lestées en expertise, avec peu de processus et peu de procédures. Le problème, c'est que finalement, c'est assez illusoire, cette capacité de décision autonome. Parce que quand vous êtes dépendant d'un conseil scientifique, vous êtes dépendant d'un certain type d'informations qui sont les informations qui sont détenues par ceux qui sont membres de ce conseil scientifique. Et ce conseil scientifique, il a une composition très brouillon-médicale avec des médecins qui sont au contact, parce que ce sont les centres de référence, Bichat et la Salpêtrière, pour ne pas les nommer, avec les cas les plus, j'ai envie de dire, les plus fragiles, les plus
les plus graves. Et donc, je ne peux pas beaucoup en parler ici parce que ce serait trop long, mais en fait, on peut dire que le président a été, et le Premier ministre, et même le ministre de la Santé, victime de ce qu'on appelle un effet de position, c'est-à-dire qu'il a été confronté au moment de la gestion de la crise à des informations qui sont des informations partielles, qui ont été interprétées de manière partiale par des gens qui raisonnent essentiellement de manière biomédicale sur le curatif, sur la santé. Qu'est-ce qu'aurait été le confinement? Comment aurait été-il mis en place si on avait eu des experts de la pauvreté, des experts des inégalités sociales, etc. On pourra y revenir. Le problème aussi, c'est que, et ça c'est typique de cette crise, c'est que ce que vous gagnez en capacité de décision autonome, en restreignant le cercle de ceux qui décident, vous le perdez en capacité de mise en œuvre. Et donc, ça, on le voit, et c'est encore le cas maintenant, ça l'est un tout petit peu moins. La mission Castex, et Castex comme Premier ministre était censé envoyer au moins un message symbolique qu'il y allait avoir co-construction des décisions avec les territoires. En fait, beaucoup de décisions se sont faites dans des enceintes assez fermées. Ça aussi, c'est un tropisme qui avait été révélé par Michel Crozier. La haute fonction publique, tout comme je vous dis, les dirigeants des grandes entreprises du CAC 40 et plus, se valorisent sur le dessin de la stratégie. Ils se valorisent sur le beau plan parfait. Ils se valorisent, mais après, ils ont du mal à valoriser la pensée de la mise en œuvre et à intégrer les contraintes de la mise en œuvre. Donc, on l'a vu sur les tests, souvenez-vous, en septembre 2020, on décide d'une politique massive de tests sans inclure de manière précise les contraintes de cette mise en œuvre, et notamment l'association des laboratoires privés, et puis on voit les queues. Ça a été aussi comme ça sur la stratégie vaccinale, je pourrais y revenir, en tout cas dans son deuxième temps, le moment où il a fallu accélérer sous la pression des autres pays. Et donc, on a en fait, si vous voulez, c'est illusoire parce que d'une certaine manière, notre triumvirat de membres du gouvernement avec le président de la République, il s'est lié dans une relation de pouvoir et d'interdépendance très forte avec le Conseil scientifique. Alors, j'en veux pour preuve, et je m'arrêterai sur ce point, enfin, je passerai à un autre point. J'en veux pour preuve que le Conseil scientifique a accepté que les élections se tiennent. Souvenez-vous qu'on est dans une séquence politique assez compliquée. Tous les yeux sont tournés vers le passage de la réforme des retraites. Macron est accusé d'être trop jupitérien, de court-circuiter les corps intermédiaires. Il a géré la crise des gilets jaunes en allant directement sur le terrain, au contact des citoyens et de quelques élus locaux, plutôt qu'il n'a travaillé directement avec les représentants d'un certain nombre de ces citoyens. Et pour lui, il n'est pas possible d'être le premier. Puis on lui fait aussi la pression, notamment au Sénat et à l'Assemblée. On fait la pression là-dessus. Il ne veut pas être le premier président qui stoppe ou annule pour la première fois un événement, j'ai envie de dire, de la scansion démocratique qu'est celui des élections. Donc le Conseil scientifique n'émet pas d'avis négatif sur la tenue de ces élections, et inversement, parce qu'ils sont dans une relation d'interdépendance très forte, ils gèrent seuls, donc d'une certaine manière, il y a une illusion d'autonomie. Le Conseil scientifique n'est pas parfaitement libre dans l'expression de ses positions scientifiques, sinon il n'aurait certainement pas recommandé la tenue des élections. On est dans un moment d'incertitude où on ne sait pas vraiment si la tenue des élections ne veut pas être un facteur de démultiplication de l'épidémie. Et à l'inverse, le président est très dépendant de ses experts, très biomédicaux et très peu intéressé, j'ai envie de dire, par les morts de demain. Ce qui importe, c'est les morts d'aujourd'hui, ceux qui sont politiquement directement imputables à ces décisions. À l'inverse, quand la gestion devient un peu plus, j'ai envie de dire, multipolaire, c'est-à-dire quand la fin de la première vague arrive et que les ministères, que la cellule interministérielle de crise est enfin montée, que le ministère de l'Intérieur cherche à reprendre les mains, notamment localement par les préfets, contre les ARS, et que différents groupes scientifiques commencent à s'exprimer, et bien à ce moment-là, le Conseil scientifique commence à être dans une relation plus distendue avec le pouvoir exécutif, et il commence à s'exprimer de manière plus libre. Et c'est pour ça qu'il va le critiquer le 21 avril 2020, la réouverture des écoles. Donc on voit bien qu'il y a une illusion à créer ce genre de cellules parce que finalement on croit se créer une capacité de décision autonome là où d'une certaine manière on s'enferme dans une expertise médicale, et quelque part de la même façon les experts médicaux sont, pour rester au cœur de la décision, sont limités dans leur capacité à exprimer une parole libre. C'est trop long, je suis trop long, ou je peux encore un tout petit peu continuer? Donc, non, je pense que tu peux continuer. Non, d'accord. Donc
Alors, bon, il y a vraiment il y a une hypercentralisation de la décision, je ne reviendrai pas. Ça a été dit, on pourrait même dire que c'est une gestion extrêmement politique de la crise. Finalement, c'est vraiment le gouvernement qui a géré la crise. Il y a une méfiance très forte vis-à-vis de l'administration et des citoyens, hein, d'une manière générale. Donc, et il y a eu la coexistence, qu'on pourrait dire, d'une hyper-responsabilisation présidentielle et d'un précautionnisme des administrations. Les administrations qu'on a vues tout au long de la chaîne, ils sont traumatisés. Alors, ils sont traumatisés parce que le champ de la santé publique est un champ traumatisé. Levothyrox, Mediator, sans contaminer, d'une certaine manière vache folle. Enfin, c'est vraiment des administrations qui sont traumatisées, qui ont peur, hein, et qui ont d'ailleurs aussi très peu de moyens pour gérer cette crise. Vous allez bien? Daniel, on vous entend, Daniel. Il faut que vous coupiez votre... Et comment dire, elles sont traumatisées, elles ne veulent surtout pas prendre d'initiative. De toute façon, elles ne peuvent pas. Quand vous allez à l'ARS Île-de-France, vous allez au bureau de l'autonomie, vous avez 6 ou 7 personnes pour gérer la question de la dépendance au niveau de l'Île-de-France, avec des milliers d'associations, des centaines d'EHPAD, enfin j'en passe et des meilleurs. La seule chose que vous pouvez faire, c'est faire remonter les chiffres pour un pilotage à distance d'en haut et puis lancer, saupoudrer un peu d'argent. Mais donc il y a vraiment un précautionnisme. Donc on a beaucoup parlé de la méfiance des citoyens vis-à-vis de l'État. Je crois qu'il faut aussi insister sur la méfiance du gouvernement vis-à-vis de ses administrations et des administrations en eux-mêmes. Qui ont eu très peur de faire quoi que ce soit. Nous, dans nos interviews, on a des gens qui nous disent, y compris au sommet de l'État, à partir de maintenant, on ne se fait plus de SMS et plus de mails, on se parle directement au téléphone, de gens qui sont dans ces instances élitaires pour prendre les décisions. On a un conseil scientifique qui n'a produit aucune archive sur son processus de décision et de... Kennedy, quand il gère la crise des missiles de Cuba, il archive tout, y compris ses propres notes. C'est pour ça qu'on a pu faire des travaux, les historiens ont pu faire des travaux. On a des gens, même des médecins qui, à l'hôpital, dès le début de la crise, nous disent « je garde tous mes mails » pour pouvoir instruire ma défense. Hein, il y a vraiment cette peur structurante que l'État, qu'on va nous juger plus tard. Donc ça, c'est quand même aussi un élément très structurant de cette gestion de crise. Alors, on s'est posé la question, pourquoi il n'y a pas eu de mobilisation? Alors, il n'y a pas eu de mobilisation, comme ça a pu être le cas, souvenez-vous, au temps du sida. Il y a eu une mobilisation, notamment des associations, des patients, des citoyens, qui auraient pu commencer à se mobiliser, si ce n'est pendant la première vague, du moins après, justement, pour questionner les choix du gouvernement, en disant, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant qu'on se pose la question de savoir si les morts de demain sont moins importants que les morts d'aujourd'hui? D'accord, vous gérez le tri dans l'entrée des services de réanimation, mais quid de toutes ces personnes qui vont connaître une mortalité et une morbidité plus élevées parce qu'ils vont être au chômage, parce qu'ils ont perdu des revenus, parce qu'ils sont désocialisés, parce qu'on sait que stress et problèmes psychologiques sont associés à la dégradation des états de santé? Pourquoi ne se posons pas cette question? Alors pourquoi? Première chose, c'est que ça, c'est des hypothèses, on n'a pas encore beaucoup d'éléments là-dessus, c'est qu'il n'y a pas eu de question identitaire. Ce qu'il faut voir, c'est que les activistes contre le sida, bien sûr, ils avaient pour beaucoup déjà ou le début d'un combat lié à leur identité gay, et que ça a permis. Pour les patients du Covid, c'est extrêmement, extrêmement compliqué parce que la structure qui rassemble l'ensemble des associations de patients, en fait, elle ne peut définir des stratégies qu'à partir, j'ai envie de dire, du plus petit dénominateur commun. Mais ils se reconnaissent assez peu comme appartenant à une cause commune, ces structures. Donc, ils ont du mal à se mobiliser. Quoi de comparable entre des gens qui sont dans une association parce qu'ils ont le diabète, de gens qui sont dans une association parce qu'ils sont usagers de drogues intraveineuses, de gens qui sont dans une association comme ACT UP. Voilà, donc c'est extrêmement difficile de se mobiliser autour d'une identité commune. En plus, il y a des oppositions. Les gens qui souffrent de problèmes cardiaques, les personnes qui souffrent de surpoids et d'obésité, les personnes qui souffrent de diabète sont plutôt pour des mesures radicales, là où d'autres
d'autres gens qui ont, par exemple, les gens qui souffrent du cancer, sont plutôt au contraire pour qu'il n'y ait pas de confinement et qu'on commence. Donc il y a de l'opposition sur les différentes. Et puis, les victimes de l'épidémie ne sont pas les mêmes que les victimes des mesures de l'épidémie, d'une certaine manière. Donc tout ça fait que ce qu'on a appelé la démocratie sanitaire a eu du mal à fonctionner. C'est pas sûr qu'elle fonctionnait avant, mais elle a eu du mal à se mettre en place. Et c'est vrai qu'on a voilà, nous, on a eu des contacts avec Médecins du Monde, et ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose de difficile, même s'ils ont attendu que l'État ne vienne vers eux. Il y a aussi un défaut d'institutionnalisation de la santé publique. En France, on ne sait pas ce que c'est que la santé publique. On pourra y revenir. Le nombre de vrais professeurs d'éducation à la santé, des gens qui savent aller vers, etc., il est famélique. Voilà. Troisième point, c'est ces histoires de petites structures agiles. Emmanuel Macron a eu l'impression de bien manager la crise en créant ces petites structures, vous dit un petit nombre resserré de personnes qui ne sont pas prises et mains liées dans toute une série de procédures administratives qui sont agiles, etc. Il a l'impression de reproduire les soi-disant clés managériales qui sont en vogue dans la nouvelle économie. Mais en fait, il y a eu la reproduction de la séparation entre la pensée de la stratégie, ce qui est noble, ce sur quoi on s'investit, et puis la pensée de la mise en œuvre, qui est l'intendance, c'est sale. On ne va pas se faire chier à réfléchir sur comment ça se met en place. On définit une stratégie, et puis l'intendance suivra, et si l'intendance ne suit pas, l'administration en l'occurrence, l'intendance prendra. D'accord ? Il y a aussi cette question du monopole de la gestion de crise. Tout est vu dans l'espace public au prisme de ce que fait l'État, de ce qu'a pas fait l'État, ce qui a conduit à invisibiliser toute une série d'actions performantes que notre recherche essaie de mettre à jour aujourd'hui. Pourquoi, dans certains endroits, le préfet de région et l'ARS ont bien fonctionné ensemble, pourquoi dans d'autres régions, ils n'ont pas fonctionné, qu'ont fait les associations de loi de 1901 pour assurer la continuité des soins des populations dont elles s'occupaient, les entreprises privées, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait... Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut vraiment capitaliser aussi sur ces expériences positives. Le problème du monopole de la gestion de crise, et peut-être que ça nourrira aussi votre réflexion, c'est que plus vous revendiquez à la tribune haut et fort que c'est vous qui gérez, plus vous suscitez des espérances de protection, qui sont des espérances de protection, j'ai envie de dire, qui seront nécessairement déçues. Et plus vous gérez, plus vous produisez d'une certaine manière de la défiance. Et encore plus quand vous personnalisez cette gestion de crise. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de cette question de la confiance des Français dans leur État, cette question, voilà, les questions d'ordre public et les questions de sécurité sanitaire, ce sont encore l'un des rares domaines, ces domaines régaliens dans lesquels l'État peut manifester une forme d'autonomie et une forme de monopole. C'est beaucoup moins le cas sur des questions. Ça allait aussi sur des questions sociétales, mais beaucoup moins sur des questions économiques et sociales. Et la revendication haut et fort de cette gestion, ce que n'a pas fait Angela Merkel, par exemple, ou ce que n'ont pas fait les Suédois, ou ce que n'ont pas fait aussi complètement les Anglais, eh bien, ça suscite, on pourrait y revenir, certainement, c'est l'une des explications peut-être d'un début de méfiance dans les institutions, parce que vous créez des attentes qui ne peuvent pas être honorées. Mon dernier slide, chers amis, parce que je vois que vous en avez marre, je me dépêche. Première chose, c'est que la première leçon, c'est qu'on doit se mettre en situation de tirer les leçons. Le problème de la gestion de crise et des retours d'expérience sur la gestion de crise, c'est qu'en fait, on fait des rapports au Sénat. D'ailleurs, c'est assez plaisant de voir Éric Ciotti se plaindre de politique sanitaire qui n'était pas assez anticipante, alors qu'il a voté pendant 10 ans la réduction des dépenses de l'hôpital public. Mais on fait des rapports qui sont là pour identifier des défaillances organisationnelles. Voilà, c'est les services secrets français qui sont mal coordonnés avec les services secrets belges ou des défaillances personnelles. Agnès Buzyn, toutes les plaintes qui remontent. Il y a vraiment cette tendance dans les rapports. Et en plus, dans ces rapports, il y a une tendance à singulariser les crimes. Voilà. Fukushima, Katrina, la tempête de 1999, ça n'a rien à voir avec les autres tempêtes. Oui, ce sont des événements singuliers, mais il y a beaucoup d'aspects qui sont des aspects, j'ai envie de dire, communs sur lesquels on doit travailler, et je vais y revenir. Donc pour nous, il faut absolument se mettre en situation de collecter des informations selon des méthodologies comparables
pour les différentes crises, de telle sorte qu'on puisse mettre en série les crises et de telle sorte qu'on puisse sortir des bonnes leçons, des bonnes pratiques de coopération qui ont existé. Parce qu'il y a eu des trucs qui sont, on pourrait revenir sur l'hôpital, qui sont tout à fait transposables pour d'autres crises. Si on veut savoir comment l'hôpital doit réagir pour une prochaine crise, nous, on a fait valoir un certain nombre de déterminants qui pourraient être remis en place à cette fin. Pour raviver la démocratie sanitaire, ce n'est pas qu'un geste régalien, le rôle des acteurs locaux, et ça nous amène sur effectivement une réflexion sur la Constitution de 58, quand on a des gens comme Emmanuel Macron qui poussent le tropisme présidentialiste de ses textes, alors firmement, eh bien, on a certainement des défauts, un défaut démocratique de gestion de la crise, on pourrait y revenir. Il faut instituer la santé publique au cœur des décisions sanitaires et écologiques. Je pense que la réflexion en santé publique, on croit qu'elle est enfermée sur les questions de santé, mais en fait, c'est des modes de raisonnement qui pourraient vraiment, et des principes, je ne suis pas un professeur de santé publique, mais des principes qu'on peut appliquer sur bien d'autres sujets, et notamment les sujets mieux former les élites. Voilà, ils n'ont pas de littératie scientifique, ils ont une vision relativement binaire et un peu naïve de ce que c'est que les processus de production de la science, de ces incertitudes. Ils ont peu de sensibilisation aux sciences humaines et sociales, à la complexité et à l'incertitude. Et le dernier point sur lequel j'insiste, qui est un point qui est très important, c'est pour ça qu'on est sociologue des organisations, c'est que, grosso modo, quand vous regardez les politiques publiques de ces 20 dernières années, dans énormément de secteurs, au moins la moitié des mesures, ce n'est pas des mesures pour augmenter des budgets, ce n'est pas des mesures pour interdire, ce n'est pas des mesures incitatives, c'est des mesures d'organiser la coopération entre les organisations. Vous regardez l'enseignement supérieur, vous regardez la recherche, vous regardez l'éducation nationale, vous regardez les politiques de l'emploi. En ce moment, je travaille sur la création des services publics d'insertion et de l'emploi. Une grande partie des innovations de politique publique, c'est faire coopérer des acteurs qui ne coopèrent pas ensemble parce qu'ils sont dans des champs cloisonnés. D'accord ? Et bien sûr, pour faire coopérer ces acteurs, il faut créer une nouvelle institution, par exemple les SPI, les services publics d'insertion et d'emploi, pour faire travailler enfin le monde de l'insertion, la CAF et tous les gens qui travaillent dans le médico-social et les gens de Pôle emploi, bien sûr. Mais c'est surtout, il faut se donner les moyens de réfléchir, de consacrer de la ressource intellectuelle, de consacrer de la ressource économique à la réflexion sur les conditions de la coopération entre ces acteurs. Vous regardez le monde de la santé, c'est mon dernier mot, je vous promets. C'est un empilement de mesures depuis 15 ans. Et ma santé 2022 d'Agnès Buzyn est typique, mais je peux faire le même raisonnement sur la recherche, on le fait sur d'autres terrains, etc. Un empilement de structures de coordination. Voilà. Alors, et on l'a fait sur les réformes territoriales, et on va fusionner, et on va créer un seul centre, et ça va nous permettre de coopérer. Et que je te rajoute des communautés professionnelles de territoire, des groupements hospitaliers de territoire, et que je te crée des ARS, etc. En permanence, on rajoute des layers, comme de dispositifs de coopération, de méta-organisation censés faire rapprocher des mondes qui ont du mal. Et jamais on se donne les moyens de vraiment réfléchir sur les conditions qui permettraient de coopérer. Je m'arrête. Désolé, j'ai été très long, chers amis. Très bien. Merci beaucoup. Voilà un exposé très clair. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut commencer à une période d'échange? Moi, j'aurais une question peut-être pour lancer la chose. Est-ce que ça veut dire que ces dysfonctionnements, finalement, ont conduit le gouvernement à surréagir? Parce que si j'ai bien compris, le conseil scientifique était composé de gens qui étaient au contact des cas les plus graves et donc qui ont préconisé des mesures en fonction de leur propre expérience. Et là-dessus, il y a eu un effet peut-être médiatique aussi, c'est que il y a eu ce qu'on a appelé à l'époque le syndrome de Bergame, c'est-à-dire le fait que certains services hospitaliers étaient totalement saturés et qu'il avait fallu faire un tri qui heurte l'opinion publique à juste titre. Et donc, le gouvernement s'est dit, ou Macron, je ne sais pas, c'est ça qu'il faut éviter en priorité. Donc, on prend des précautions maximales. D'ailleurs, c'est ce que dit le Conseil scientifique, puisque lui-même émane d'organisations qui sont au cœur de la crise. Est-ce que du coup, le confinement était vraiment nécessaire? Est-ce qu'on peut porter un jugement là-dessus?
Non, c'est une très bonne question. On le dit au début de notre bouquin et on le pense encore maintenant. On aurait été à leur place, on aurait peut-être certainement fait le confinement. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre avant pourquoi les signaux n'ont pas été entendus. Nous, on a fait beaucoup d'interviews d'anesthésistes réanimateurs dès la mi-mars sur leur réseau. Ils ont beaucoup de copains en Chine, beaucoup de copains aussi à Taïwan qui surveillent la Chine, bien sûr, en Italie. L'Italie, d'un point de vue de la réanimation et de l'anesthésie, c'est l'un des leaders mondiaux. C'est une des spécialités sur lesquelles les Italiens sont bons. Donc, quand ils ont commencé à avoir des infos, euh, j'ai envie de dire à partir de mi-février sur l'état de gravité, tous se sont dit si les Italiens rigolent pas, c'est qu'ils rigolent pas, notamment en Lombardie, qui est très richement dotée en capacité et en lit de réanimation. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'expliquer pourquoi le gouvernement n'a pas prêté attention. Alors, il y a beaucoup d'éléments. La transition entre Buzyn et Véran, qui n'a pas été aussi smooth que ça et qui ne s'est pas fait en laissant des informations. Il y a cette idée aussi que Santé publique France a un peu activé son dispositif de veille, un peu en routine, mais si vous voulez, un peu comme Météo France, juste avant la tempête de 99, a dit attention, il y a des nuages sur l'Atlantique. Et on avait un peu cette impression-là aussi, parce que finalement, on avait eu des SARS, on avait eu des épisodes pandémiques qui ne s'étaient pas traduits, on avait sonné le tocsin. Donc, il y a un peu, c'est vrai qu'il y a plusieurs effets qui sont, nous on appelle ça un risque scélérat, c'est-à-dire quelque chose qu'on a l'habitude de gérer et qui ne s'est jamais révélé, puis tout d'un coup, comme la tempête de 99, ça explose, quoi. Donc ils ont eu quand même ça en pleine figure. On est aussi, comme je le disais, dans un moment politique où la réforme, c'est pas à vous que je vais la prendre. La réforme des retraites, c'est pas une réforme anecdotique. C'est ce sur quoi Macron veut en partie constituer son bilan de réformateur pour les prochaines élections. Il est tendu vers ça. Je crois que c'est le 6 mars. Vous avez un conseil des ministres pour la première fois consacré au coronavirus. C'est celui qui donne l'autorisation d'utiliser le 49.3. Donc, quand on est Geneviève Chesne, directrice de Santé publique France, c'est pas facile d'aller dire écoutez, je suis pas sûr que vos projets vont se réaliser comme vous le voulez, les élections que vous voulez mener. Donc il y a eu aussi ça, c'est-à-dire que ce contexte politique a aussi pas mal fonctionné, un peu comme un étouffoir sur les alertes. On peut rajouter également à ça, c'est vrai qu'on n'active pas le plan de pandémie grippale. Pourquoi? Parce que Monsieur Véran, Olivier Véran, ne veut pas mettre le ministère de l'Intérieur dans la boucle. Il ne veut pas que le ministère de l'Intérieur. Il y a vraiment une volonté de monopoliser d'un point de vue. Et ensuite, en plus, vous rajoutez effectivement des experts qui sont très biomédicales. Enfin, c'est un peu comme si vous faisiez un plan de lutte contre, j'ai envie de dire, la pauvreté dans les quartiers et que les seuls experts de votre conseil scientifique que vous mettez, c'est des éducateurs spécialisés dans la banlieue la pire. Voilà, forcément, des problèmes importants vont, mais ça ne couvre pas l'ensemble. Donc, c'est l'ensemble de ces, j'ai envie de dire, l'ensemble de ces phénomènes qui font qu'il y a eu une panique des élites. Il y a pas mal de travaux de sciences sociales qui parlent de ça. Il y a eu une panique des élites quand tout d'un coup, le conseil scientifique a dit à Emmanuel Macron, ça va être un carnage, que un professeur de médecine a raccroché, je viens d'avoir Bichat au téléphone, service de réanimation, ils sont complètement débordés, il faut faire quelque chose. Et là, effectivement, le conseil scientifique a pris la main. Mais c'était déjà, entre guillemets, trop tard. L'épidémie explose, grosso modo, du 6 au 9 mars. Et c'était trop tard. Donc, de ce point de vue-là, je ne peux pas répondre. On aurait pu faire autre chose. Ce qu'on aurait pu faire, la seule chose dont on a vraiment, c'est mettre en place le plan de pandémie grippale beaucoup plus tôt. Et ça aurait mis en branle avec le plan blanc, etc., toute une série de mécanismes qui fait que peut-être ça aurait été moins difficile de gérer la crise, même si c'est assez étonnant. Beaucoup d'acteurs nous disent sur le terrain que ça a été aussi leur meilleur moment de vie. Je prends la main de modérateur. Mathieu, vas-y, ouais. On a une question de Philippe Blais. Oui, bonjour à tous. Merci pour vos propos. J'ai l'impression qu'à l'écoute de vos propos liminaires et de votre exposé, dès le départ, j'ai bien compris que de la complexité de l'État, de son fonctionnement, j'entends. Ce mammouth a démontré son incapacité à être réactif. Cela étant, le principe de précaution inscrit dans la Constitution votée à l'initiative du président Chirac
n'a-t-elle pas eu un effet néfaste? Et ce sera ma première question. Ma seconde concerne les solutions possibles. Face à un État jacobin et très centralisé, une des solutions ne serait-ce pas de mettre en place une nouvelle étape afin de permettre plus de souplesse, et en particulier sur le secteur de la santé publique, plus de souplesse dans le fonctionnement, c'est-à-dire de passer d'un État jacobin à un État de haut fonctionnement girondin. Je vous remercie. Des questions très difficiles. Sur le principe de précaution, je dirais que, en tout cas, sur la gestion des signaux, on a plutôt été dans la situation inverse. C'est-à-dire, grosso modo, on a pris trop de précautions par le passé, on s'est mobilisé, souvenez-vous, par le passé. Cette fois-ci, restons calmes. On a beaucoup, non seulement on a su gérer des épisodes sur les 10 dernières années, mais en plus, qui ne se sont jamais avérés aussi terribles, y compris la grippe H1N1, mais en plus, on a quand même cette confiance dans le dispositif hospitalier. Donc moi, je dirais que c'est un peu un principe de précaution qui a fonctionné à l'inverse. C'est-à-dire qu'on a eu trop confiance et que peut-être parce qu'avant, on avait été trop précautionneux, malheureusement, mes données empiriques, c'est des conjectures et mes données empiriques ne me permettent pas de l'affirmer. C'est crédible, mais je ne sais pas si c'est juste. Sur la deuxième question, alors, quand je parle de fonctionnement compliqué, j'ai envie de dire, c'est dans n'importe quel champ d'action publique et ce n'est pas simplement l'État. C'est vrai, dès que vous ouvrez la porte des politiques de l'agriculture, la porte des politiques de la santé, de la recherche, c'est saturé d'organisations qui offrent une résistance visqueuse à la transformation. Donc, ça ne se limitera peut-être pas simplement à une réflexion jacobin-girondin. D'autant plus que sur la question de la santé, finalement, là encore, les ARS, qu'est-ce que c'est? Ce sont des administrations. Donc, on a fait croire qu'on régionalisait, là où on réétatisait à partir de 2004 et la loi sur l'assurance maladie et puis ensuite la loi HPST, etc. En fait, on a réétatisé la gestion de la santé en France. Les partenaires sociaux ont perdu la main dans la gestion de l'assurance maladie depuis toute une série de... Mais en fait, ces administrations, elles sont assez faméliques par rapport aux missions qu'elles ont. Et là encore, on a vu les ARS comme des gros mammouths impotents, mais en fait, je vous dis, moi, en traînant dans les couloirs, les gens ont été débordés, ils sont juste aussi très mal équipés pour gérer ça. Et ils suscitent des attentes de protection et de gestion qui ne peuvent pas être honorées. Donc, je pense que ça reste encore très important. Donc, après, c'est vrai que ce traumatisme a fait que tout le monde avait la main sur la couture du pantalon. Et dans les directions départementales des ARS, donc ce sont les fonctionnaires des ARS qui sont le plus au contact du tissu local, qui connaissent bien les associations loi de 1901 de santé publique, la direction des hôpitaux, les médecins, etc. Bien sûr, ils avaient envie d'adapter les décisions. Bien sûr, ils avaient envie de faire remonter des choses, mais ce n'était pas question et c'était extrêmement descendant et tout le monde avait peur. Voilà. Surtout, voilà, en plus, il y a eu, comme vous le savez, le directeur de l'ARS qui, sur une histoire, qui a un programme de gestion des grands investissements immobiliers et qui, en fait, est une façon de réduire, grosso modo, les dépenses et de rationaliser le fonctionnement de l'hôpital, qui s'est fait virer pour avoir eu une déclaration sur la continuation de cette politique indépendante qui n'a pas aidé les autres ARS à prendre. Donc, si on prend juste le cas de la santé, il y a certainement une question, effectivement, de réflexion sur la répartition des pouvoirs entre le centre et la périphérie. Il y a aussi, c'est un peu con à dire, mais il y a aussi une question de moyens. Voilà. Moi, je détesterais bosser en ARS. Susciter autant d'attentes et avoir aussi peu de moyens pour le mettre en œuvre. Valérie. Oui, merci. Donc, Henri, j'ai une question. Tu as dit, et donc je l'ai lu dans le bouquin, donc le conseil scientifique au tout départ, il est donc très proche du pouvoir et il n'émet pas ou peu, par exemple, de contre-indication à la tenue des élections parce qu'il est en forte interdépendance avec le président et les gouvernants en général et sa parole est moins libre versus quelques mois plus tard où la décision est plutôt multipolaire, etc. Et là, il ose critiquer. Du coup, ça me pose une question, parce que justement,
quand le conseil scientifique vient juste d'être constitué, qu'il est au cœur du pouvoir, qu'il n'y a que lui, j'exagère, tu dis qu'il y a un tropisme sur les notions biomédicales, pourquoi justement il ne se sert pas de cette position pour donner des vraies recommandations? Et justement, pourquoi ça ne lui donne pas une position de pouvoir pour dire les vraies choses, plutôt que le contraire? Alors, parce qu'ils sont obligés de négocier et que s'ils veulent rester au cœur de la décision, eh bien, il faut qu'ils ferment leur gueule sur la tenue des élections parce que ça va trop loin et qu'il y a par ailleurs le président du Sénat qui dit il n'est pas question que vous ne teniez pas. Donc, il y a à la fois les pressions. Macron n'a pas. Il est tenté de le faire. C'est une recommandation du Conseil scientifique. De ce qu'on a comme info, là encore, on parle avec guillemets parce que même les membres du Conseil scientifique, dont un de mes meilleurs collègues avec qui je bosse, qui est à Sciences Po, maintenant ils hésitent un peu à nous parler. Mais grosso modo, il est tenté de le faire. Il y a la pression extérieure. Puis lui-même, ses conseillers lui disent tu ne vas pas être le premier président à annuler une élection pour ça. Et le Conseil scientifique comprend que s'il veut rester. Ils sont grisés, les gens, au sein du Conseil scientifique aussi. Enfin, il faut voir cette dimension-là. On est au cœur du réacteur nucléaire. À la fois, c'est assourdissant de pression. Ils ne dorment pas, ils n'en peuvent plus, mais en même temps, ils sont au cœur de la décision. Donc, il y a une relation d'interdépendance qui se crée, qui fait que ça limite les marges de manœuvre du président et de son équipe, et que ça limite réciproquement les marges de manœuvre du Conseil scientifique. Et puis, quand ils deviennent un peu moins importants, qu'ils ont compris, et notamment quand Macron a compris aussi qu'il est, il n'est pas dupe sur. Ce sont des professeurs de la PHP, Paris. La PHP, c'est aussi un État dans l'État. Il s'émancipe et il va du côté du Conseil pour pouvoir justement reprendre un peu de marge de manœuvre. Et là, du coup, ils sont plus enclins à parler. Tu vois, c'est là où le pouvoir joue et l'interdépendance joue. On se tient, tant qu'on est très unis, et puis dès que ça devient plus multipolaire, les relations d'interdépendance s'effilochent et ça permet de libérer la parole. Donc, j'entends bien ton argument. Tu as raison, mais comment dire c'est toujours réciproque une relation de pouvoir. Tu ne peux pas juste complètement. Il y a des limites à ton exercice plein de la position de la position favorable que tu as. Sinon, s'ils avaient imposé en disant on te menace demain de dire que nous on était contre et que tu as quand même tenu les élections, s'ils disent ça, ça explose. Et ils ont eu la chance d'avoir une étude qui a été faite par Jean-David Zetoun avec un mathématicien de l'Université de Paris, qui a été publié dans Le Monde un peu plus tard et qui montre qu'on ne peut pas mettre en lien le taux d'absentéisme et faible taux d'incidence dans les bureaux de vote. Il y a eu des gens dans les bureaux de vote qui ont été des assesseurs, des présidents, des présidentes qui ont été touchés, mais on n'a pas réussi, ils n'ont pas réussi, enfin, en tout cas, ils montrent qu'il n'y a pas de lien entre absentéisme et faible taux d'incidence dans les semaines qui suivent. Ou à l'inverse, fort taux de vote et augmentation de l'incidence. Sinon, ça, c'était une vraie bombe. Et si tu veux, c'est que le conseil scientifique dise... quand même sur des présidents et assesseurs. Oui, c'est ce que je te dis. Il y a eu ça, mais tu n'as pas eu sur le reste de la population. Tu n'as pas eu une explosion dans tel département à cause de ça, ou dans telle ville, où tu as eu un taux de vote très élevé et puis un taux d'incidence très élevé. Au niveau français, ils n'ont pas réussi à le montrer. Mais à cette époque-là, le conseil scientifique est obligé de dire, et d'ailleurs, ils ont été très ambigus. Et moi, certains membres du conseil scientifique m'ont appelé le soir de cette décision. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que je veux qu'on mette sur les réseaux sociaux pour vous parler librement, en me disant comment ça passe dans la communauté scientifique, cette décision de maintenir les élections. Et moi, je disais, mais putain, mais vous êtes dingue. Enfin, en tout cas, on est à un niveau d'incertitude. Je suis pas médecin, etc. Mais avec mon humble avis dans mon coin, etc., ça me paraît dingue. Ah ouais, t'as raison. Il y a eu aussi à ce moment-là tout un débat, parce que j'en ai fait des dizaines de débats, des débats caricaturaux, parce que c'était à la télé, mais il y a eu toute une fraction de l'opinion
qui a dit, mais il y en a marre, les médecins ont pris le pouvoir sur le politique, il faut que le président reprenne la main, et c'est Tout à fait. lui qu'on a élu, c'est à lui de décider, c'est pas à tous ces médecins, on ne connaît même pas leur nom, et on ne sait pas d'où ils viennent, et Ils ne sont donc pas élus. pas élus, etc. Et ils voient ça à travers leur prisme. Ils privilégient la protection immédiate, mais ils ne prennent pas en compte que toutes les restrictions qu'ils sont en train de mettre en place vont avoir des effets pervers à terme sur l'emploi, sur le chômage, sur la désespérance sociale ou sur le soin des patients qui étaient atteints d'autres pathologies qu'on allait donc mettre de côté, on va reporter plein d'opérations pour donner la priorité au Covid. Et donc, on aura finalement, au bout du compte, ce qu'on ne sait pas d'ailleurs aujourd'hui, mais autant de morts à cause des restrictions que de morts à cause du virus. Enfin, je caricature, mais il y a eu tout ce débat qui s'est développé et qui mettait en cause la faiblesse du pouvoir politique. Non, mais enfin, je me permets de te tutoyer, de vous tutoyer Oui, tous. oui, On est entre nous. Tu absolument. as parfaitement raison. Je pense, Laurent, que ce discours-là, je trouve qu'il a faiblement émergé quand même. Alors toi et vous et un certain nombre de personnes, mais il y a beaucoup de gens qui continuaient de penser que le médecin pouvait dire. Or, le médecin, c'est pas sa formation. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le curatif, le soin, le traitement de la pathologie, son scanner. A des métiers, des disciplines différentes. Le mec de la santé publique ou la femme de la santé publique, elle voit beaucoup, beaucoup plus large. Et si tu veux, cette tension, elle s'est exprimée au moment de la 3e vague, quand il a refusé le confinement. Alors, Emmanuel Macron a reçu un certain nombre de notes émanant cette fois de spécialistes de la santé publique, lui disant, bah, écoute, il faut faire, comme les jours vont augmenter, il faut faire comment s'appelle, le couvre-feu que tu augmentes d'1 heure, retarde, fais ce qu'on appelle une approche plutôt universaliste proportionnée, c'est donner plus à ceux qui en ont besoin, aller vers ceux qui sont vraiment à risque plutôt que de faire quelque chose. Et il a tenu Emmanuel Macron contre la PHP. Et cette fois, Véran, alors la PHP, ils étaient là pour la première fois de la crise. Les cardiologues, les cancérologues, ils ont dit, ah non, pas question cette fois qu'on déprogramme. On ne veut pas le savoir. D'ailleurs, l'ARS donnait des taux de déprogrammation à la PHP en leur disant, vous déprogrammez à 80%, et sur le terrain, en fait, ils déprogrammaient à 50% parce qu'ils ne voulaient pas. Donc, il y a eu ce rapport avec. C'est non pas que tout d'un coup, Emmanuel Macron s'est converti à la pensée de la santé publique, une pensée populationnelle qui tient compte des inégalités, c'est que tout d'un coup, elle est devenue compatible, cette voie-là, avec sa perspective politique et les élections à venir, alors qu'avant, il était vraiment dans une autre gestion, quoi. Donc, si tu veux, c'est là où tu as un type de savoir qui pénètre en politique selon certaines conditions, justement, institutionnelles ou pas. Mais le discours que tu dis, moi, je trouve qu'il n'a vraiment émergé. Alors, c'est des gens comme Emmanuel Hirsch, il y a eu un certain nombre de tribunes, etc. Mais je pense que, je ne sais pas s'il a vraiment émergé de manière globale dans l'espace public comme étant très fort. Des gens l'ont dit. Peut-être tu l'as dit, toi, souvent dans les médias. Voilà, c'est une question que je me pose. Je pense qu'il a mis vachement longtemps à émerger, ce discours-là. La question des conséquences, elle est rentrée par la psychiatrie, souvenez-vous, et par les troubles psychologiques, et notamment des enfants, et ça s'est fait hyper tardivement. C'est devenu dans l'espace public. Ce qui est sûr, c'est qu'on réfléchissait, si tu veux. En fait, cette crise, ce n'est pas des pics. Il y en a eu 3, et peut-être un 4, et puis ça rebat. En fait, cette crise, c'est comment la charge et le coût de la crise se transfère d'une partie de la société à une autre. Donc, la crise épidémique, c'est l'hôpital. Puis ensuite, le déconfinement, ça devient les écoles, les EHPAD, qui sont super flippés parce qu'on va faire revenir des gens, etc. Et donc, en fait, le coût se transmet. Sauf que, si tu veux, les médecins sont beaucoup mieux organisés politiquement pour faire entendre leur voix dans les médias, etc., que ne le sont les éducateurs spécialisés de banlieue ou les aides-soignantes d'EHPAD. Ouais. Et donc, on est vachement plus à l'écoute, finalement, de cette corporation. Mais laquelle c'est un peu... parce que là aussi, il y a la télé, mais il n'y a pas la télé, mais enfin, ça, je m'enroule. Et on a vu apparaître des médecins dissidents, quoi. Bon, Raoult est la figure la plus emblématique, mais il y en avait plein. Alors, on les voyait passer sur les plateaux,
qui racontait des choses totalement contraires à ce que disait le gouvernement, en disant mais non, c'est beaucoup moins grave que vous me dites, que c'est que ce confinement, c'est honteux, c'est honteux. Et d'ailleurs, vous privilégiez le vaccin alors qu'on a des médicaments qui peuvent soigner tout de suite, dans le genre hydroxychloroquine. Est-ce que le pluralisme caricatural de la parole médicale n'a pas aussi complètement dévalué la parole des experts et des scientifiques, quoi? Les réseaux sociaux et les médias, tu as raison, comment dire, ont comme conséquence d'aplanir et de mettre sur un même pied des charlatans. Mais bon, là, j'enfonce des portes ouvertes et des gens. Alors ça, c'est aussi un marqueur du fonctionnement français par rapport à l'Angleterre avec SAGE, l'équivalent de leur conseil scientifique, la Suède ou l'Allemagne et l'Institut Core. C'est qu'en fait, si tu veux, il y a eu beaucoup plus de régulation de la parole scientifique et médicale dans les autres pays parce que justement, tu avais un conseil scientifique ou une tête ou une personne, comme en Allemagne et comme aux États-Unis. Ouais, mais qui, comment dire, quand il sortait des trucs, c'est qu'il les avait négociés avec l'ensemble des autres chercheurs de son institut, si tu veux. Ils n'étaient pas comme Delfrécy. Quand les membres du conseil scientifique disent on avait des équipes et on se consultait avec nos équipes, c'est leurs petites équipes à eux. Moi, à un moment, j'en ai fait partie. On m'a demandé des infos, mais c'était bidon. Enfin, tu vois, je disais, mais attends, mais moi, il faut organiser un petit peu une réflexion un peu plus solide. Donc, il y a eu une absence de régulation de la parole. Et Martin, hier, je disais chaque semaine à ces médecins de la PHP, cette semaine, pas plus de trois prises de parole dans les médias, c'est plus possible. Ils ont eu énormément de mal. Et ça s'est moins fait. Ça a été un peu moins vrai dans les autres pays. Donc ça, c'est certainement un élément aussi important. Ouais. Ils n'ont pas eu de Raoult dans les autres pays. Alors, ils ont eu des Raoult, mais si tu veux, tu avais un mastodonte qui parlait en face. Ouais. Et qui jouissait de la confiance du public. Qui jouissait de la confiance du public. Y compris quand il prenait des mesures quand il recommandait des politiques extrêmement controversées, y compris dans le pays comme en Suède. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors? Je pose des questions, mais les autres peuvent en poser aussi. Parce que j'en ai encore une, moi. Vas-y, Laurent. Vas-y, Laurent. Ça m'a frappé dans ton exposé liminaire le fait que les médecins ou que les intervenants du système gardent leur mail ou évitent d'écrire et se parlent par téléphone. Ça aussi, c'est un thème à succès dans le débat public, c'est la judiciarisation de la vie publique et le fait que les hommes politiques, les responsables, vivent sous la menace de procédures judiciaires. Et ce n'était pas totalement imaginaire, puisqu'en pleine crise, il y a eu une perquisition chez, je ne sais plus quel ministre, chez Véran, pour essayer de montrer qu'il avait mal géré la crise et avec éventuellement une mise en examen à terme à la clé. C'est quand même désagréable quand on est ministre. Et donc, est-ce que ça a joué un rôle important, donc, cette épée de Damoclès du procès ultérieur, comme a été le procès sur le sang contaminé, qui a, pendant des années, pourri la vie d'un certain nombre de responsables politiques, par exemple celle de Fabius, il y en a eu d'autres. Est-ce que cette peur-là existait chez les responsables politiques? Écoute, on nous l'a... alors, pas au niveau vraiment du haut, même s'il a fallu vite adopter le Conseil de défense aussi pour pouvoir tenir le secret de la décision. C'est quand même, les historiens ne vont pas pouvoir bosser sur la base d'archives pour instruire la façon dont ont été prises les décisions, parmi les décisions les plus importantes, en tout cas du 21e siècle. Donc ça, c'est quand même, et qu'on aura peut-être, donc de ce point de vue-là, si tu veux, il y a eu de la trouille chevillée. Et cette trouille, on l'a souvent entendue de tout en haut jusqu'à tout en bas dans nos interviews. En fait, nos interviews, il y a deux trucs qui nous ont étonnés à part le contenu. La première chose, c'est que, comme je vous le disais, beaucoup de gens ont vécu la première vague comme un moment extrêmement gratifiant professionnellement. Nous, on a des médecins qui nous ont dit c'est terrible, j'ai vu la mort, il y a un côté très très triste, mais ça a été mon meilleur moment professionnel. Et ça, on l'a trouvé aussi dans les administrations. On était avec des membres de la Cour des comptes, j'en dirai pas plus, il y a quelques jours, qui racontaient leurs expériences, parce qu'un tel a été dans la CPAM2, tel machin, un autre a été aider le préfet sur tel département, etc., parlant du confinement et de la première période comme la période bénie.
Et derrière cette question de la période bénie, c'est leur terme, hein, c'est cette idée de, justement, on n'avait plus, ça rejoindra la remarque de Philippe, on n'avait plus, le carcan de hiérarchique a été un peu libéré, on a pu improviser en dehors des codes, en dehors des choses à faire, avec effectivement de la solidarité entre... Voilà, tu as plein de DRH qui ont dit aussi dans les boîtes privées, j'ai enfin retrouvé mon utilité. Voilà, donc cette crise, elle est aussi assez ambivalente dans la façon dont les gens l'ont vécu. Alors, je ne te parle pas, bien sûr, de la pauvre, des caissiers, des caissières, des livreurs, etc. Alger a fermé son espace aérien à tous les avions civils. Voilà, j'allais le dire. Mais ça a joué, oui, ça a joué. Je ne sais pas le quantifier, c'est sorti assez souvent et je pense que c'est le fait que les ARS aient le petit doigt sur... que l'ensemble des services extérieurs de l'État soient complètement tenus, eux-mêmes rigolent en disant, y compris on a fait des interviews de pompiers, etc., tu vois, disent, c'est l'État Excel. On a passé notre temps à remplir des tableaux et on passe notre temps à remplir des tableaux Excel qu'on fait remonter au centre pour piloter de tout en haut. Et on n'a pas envie de dévier, on n'a pas envie de prendre d'initiative parce qu'on a la frousse. D'autres questions? Juste pour enchaîner du coup sur la frousse, pardon, est-ce que ça ne peut pas être un signe de, comment dire, la jeunesse et l'inexpérience, je vais le dire comme ça, globalement, du président et de la majeure partie des responsables qui l'entourent, donc directeur de cabinet ou ministre? Je le pose là comme ça parce que... Non, mais on en parlait hier. Moi, j'ai eu des échanges beaucoup avec quelques-uns avec. Bon, c'est un truc qui traîne depuis longtemps, mais c'est vrai que voilà, bosser dans un cabinet d'un ministre, c'est devenu un peu comme les gens qui ont fait HEC, ils bossent dans un cabinet de conseil, on leur presse le citron et puis ils vont se revendre ailleurs. Donc c'est un espèce de passage obligé. C'est des gens moi j'étais halluciné, ils connaissent peu la fonction publique. Comment ça fonctionne c'est un peu facile de dire ça, mais oui, il y a vraiment une question de jeunesse. Il y a eu aussi une question de... c'est incroyable le turnover. Le centre interministériel de crise, tu restes 2-3 mois. On a fait des interviews de gens qui étaient des stagiaires ENA et qui allaient faire 2 mois au centre interministériel de crise. Donc, comment tu veux constituer, comment tu veux capitaliser et faire de l'apprentissage? Le changement de Premier ministre a été aussi, il est parti avec ses équipes et il n'y avait pas du tout cette expérience de la gestion de la première crise. Donc, tu as à la fois, je pense effectivement quand même, quoi qu'on dise, mais là on discute entre nous je n'ai pas de données empiriques pour le prouver, on est au café du commerce, mais il y a une vraie jeunesse et en tout cas, il y a du turnover. Mais de la même façon que il y a aussi beaucoup de turnover. Ceux qui font les exercices de préparation à la crise, 3 ans après, ils sont dans un autre ministère, pas du tout au poste. Le nouveau, il n'a pas fait l'exercice. Tu vois, il y a aussi cette histoire en lien avec les carrières des hauts fonctionnaires, même si le ministère de la Transformation et de la fonction publique est en train de créer l'équivalent d'une DRH, la DIES, pour l'ensemble des fonctionnaires. Il y a ces histoires qui font qu'il y a beaucoup de déperditions. Et il y a aussi cette valorisation des hauts fonctionnaires où ils ne veulent pas être des spécialistes. Quand tu es haut fonctionnaire, un peu comme un ministre, comme du personnel de cabinet, tu es capable de bosser sur plein de sujets. Les personnes vieilles dans les cabinets, entre guillemets, c'est des gens qui sont des spécialistes un peu du sujet. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je reviens à la question du principe de précaution qui a été arrivé à un niveau stratosphérique où on a peur de, quel que soit être ministre aujourd'hui, c'est suicidaire, et surtout ministre de la Santé. Sous forme de boutade, j'avais une discussion avec un ami et je lui dis si un jour dans une autre vie on me propose un poste de ministre, ça ne sera jamais celui de la santé parce que tu as 9 chances sur 10 de finir en prison. Il y a aussi la difficulté d'appréhender la question technique et la question politique. Oui, je suis d'accord. Moi non plus, je ne l'accepterai jamais. D'autant plus que si tu veux maintenant, tu vas avoir la consubstantialité, les liens très forts entre santé publique et écologie et environnement. Donc ça devient quand même un champ très très vaste, très important pour le programme politique, des politiques à venir et en même temps qui va être très pressurisé.
Sans parler, bien sûr, d'un certain nombre d'intérêts marchands qui luttent contre de l'activisme sur ce territoire. Mais c'est vrai que oui, et cette crise, ça ne va pas aider, je pense. Est-ce que, j'ai une question aussi du Café du Commerce, si je puis dire, est-ce que ce que les gens appellent Big Pharma a joué un rôle important dans la crise, dans la prise de décision, c'est-à-dire l'émanation des labos privés? Honnêtement, on a quelques éléments partiels. Bon, ils ont été évidemment, ils ont tiré profit de l'état de semi-panique des gouvernements européens, machin. Effectivement, je veux dire, je pense qu'ils ont négocié des contrats avec l'Union européenne et avec. Bon, après, si tu veux. Il faut rentrer dans le détail, mais dans la recherche de médicaments, tu as beaucoup de financements privés, mais qui sont des financements privés de par ailleurs des médecins, qui sont des médecins du public, des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Tu as aussi de l'argent de l'État. Donc, il y a un peu de coproduction, mais c'est sûr qu'ils ont tiré profit. Sur les décisions à proprement parler, je pense que c'est plus la profession médicale, tu vois, et notamment l'hôpital public qui a eu un rôle très important sur la prise de décision. Oui. Ça, c'est voilà. Et c'est vrai que tu étais à la PHP, quand tu t'appelles Martin Hirsch, voilà, lui, à partir du 1er janvier, il s'est battu comme un dingue parce qu'il avait la pression de ses professionnels pour imposer le confinement. Emmanuel Macron a tenu, etc., pour d'autres raisons qui étaient liées à son agenda politique. Mais c'est surtout eux, si tu veux. Et il n'y a pas d'autres professions. En plus, ils sont légitimes parce qu'ils défendent la santé, si tu veux. Ah oui. Donc, mais il n'y a pas d'autres professions. Enfin, voilà, tu n'as pas une profession des éducateurs spécialisés qui, à un moment donné, peut parler autant dans les chaînes de télé pour dire que c'est terrifiant dans les banlieues. Et qu'eux aussi voient... entre guillemets, des vies brisées et des morts depuis longtemps, tu vois. Donc, les professions sont très inégales dans leur capacité à former l'agenda public. Mais les big pharma, pas beaucoup on ne voit pas entendu. la trace dans les études empiriques, quoi. On ne voit pas la trace dans nos interviews. On n'est jamais venu nous dire... on n'est jamais venu nous dire, ah ben ça de toute façon... Sur d'autres cas de santé publique ou de santé, ça bien sûr. Mais peut-être que ça a eu, mais en tout cas, c'est pas sorti chez nous. Voilà. D'accord. Qui veut prendre la parole? Je peux poser une question, oui. Ah, je me permets, voilà. Henri, Oui. quand tu as fait donc toutes ces constatations, ça serait quoi le monde d'après institutionnel pour éviter de tels dysfonctionnements? Et après, je dis dysfonctionnant, mais j'ai aussi un problème parce que finalement, Macron, il a réussi ses objectifs, il a maintenu ses élections, le pays a tourné, le chômage reste maîtrisé. Et de ce que j'entends, en fait, c'est le problème, c'est le cœur du réacteur, mais tout ce qui reste autour et politiquement, finalement, ça a tenu. Alors, ça me coûte un peu de le dire, mais en tant que citoyen, c'est ce que je constate. Je constate aussi une autre chose, c'est que ça a commencé à devenir compliqué quand la chose est devenue politique. C'est-à-dire que pendant les 6 semaines de confinement, il y a une sorte d'osmose politique, et dès qu'il y a eu Raoult ou dès qu'il y a eu des opposants qui ont commencé à s'opposer, là, à s'exprimer, là, le sujet est devenu un peu explosif pour tous ceux qui s'exprimaient. Donc, ma question, en fait, c'est quoi le monde d'après institutionnel, organisationnel dans notre fonctionnement? Et j'introduis peut-être un début de réponse. Est-ce que l'Europe n'aurait pas à reprendre la main dessus? Voilà. Après, il y a Laurence qui voudra poser une question. Alors, Mathieu, c'est juste gigantesque ce que tu poses comme question. Alors, premier petit point, nous, justement, ce qui nous intéressait, c'était dans ce bouquin, et ce qu'on fait maintenant, c'est aussi pointer les endroits où ça a fonctionné. Ce qu'on dit juste, c'est qu'on doit dépenser de l'énergie, de la ressource, au sens très large du terme, pour explorer
les conditions de la réussite et de l'action à plusieurs collectives et au contraire des endroits où ça a merdé entre les différents acteurs. Donc il y a la première leçon du monde d'après, c'est il faut, là on a eu en 10 ans 4 virus, c'est énorme dans l'histoire j'ai envie de dire écologique, on risque d'en avoir beaucoup, comme vous le savez, le permafrost va libérer, etc. On risque d'en avoir beaucoup. Il va y avoir beaucoup de crises à gérer, des crises qui sont à la fois écologiques et sanitaires et qui entraînent d'autres crises. Et euh, euh, comme il n'y aura pas d'autres réponses que des réponses collectives, si tu veux, c'est-à-dire comme ça s'est passé à l'hôpital, comme ça s'est passé dans certains endroits entre la région et la préfecture, etc., etc. Donc le monde d'après, c'est un monde qui se donne un tout petit peu plus les moyens de réfléchir sur les conditions de félicité de la coopération ou au contraire les conditions qui ont été défavorables à la coopération. Le monde d'après, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire il y a les raisonnements de la santé publique, on n'a pas le temps de le faire, mais peuvent être appliqués sur beaucoup de choses, c'est-à-dire comment on va développer des politiques qui sont beaucoup plus attentives et donner plus à ceux qui sont le plus à risque, pour le dire très rapidement, mais il y a plein de choses qui pourraient être déclinées. Donc, quand tu me dis le cœur du réacteur, c'est ça qui a dysfonctionné, je pense que c'est plus large et il y a des choses qui ont fonctionné. Après, sur le bilan d'Emmanuel Macron, et puis là, je m'exprime comme citoyen, bon, il y a quand même un phénomène, il y a le fait d'avoir aidé autant les entreprises est quand même un phénomène extrêmement majeur. Et derrière ça, et ça rejoint ta question de l'Europe, il y a quand même la question. Moi, je suis très, très curieux. Le monde d'après, il faut trouver des points où tu le traces. C'est-à-dire des points où tu observes si ça bouge ou pas pour le monde d'après. On va voir les élections. Mais pour moi, l'un des traceurs qui va être les plus intéressants, c'est qu'est-ce qu'on va faire sur la question budgétaire des 3%. Tu vois, qu'est-ce qui va finalement être décidé là-dessus? Ça, je pense que en fonction de ce qui va se décider là-dessus, tu pourras dire si on revient ou si on commence à enclencher autre chose. Je pense que ce sera une belle observation. Après, sur la commission, sur l'Union européenne, moi j'ai été directeur adjoint d'une agence sanitaire européenne, directeur scientifique adjoint, donc je connais bien ce monde-là. Et en fait, il avait déjà pas mal j'ai envie de dire, de dispositions dans les traités, dans la Constitution, pour agir au niveau de la santé publique. Là où l'Europe n'a pas de rôle à jouer, c'est dans l'organisation des systèmes de santé. Or, comme tout a été focalisé à partir du système curatif de santé, protéger les hôpitaux, éviter le tri. Pourquoi? Parce que éviter le tri, c'est vraiment politiquement extrêmement significatif. Voilà. On peut directement dire, j'ai 277 morts qui sont attribuables à la décision de ne pas confiner d'Emmanuel Macron. Alors que tous ceux qui vont mourir, entre guillemets, dans le futur, d'un cancer ou qui provoqués par de la pauvreté, un état de chômage, etc., tout cela ne seront jamais comptabilisés parce que la chaîne causale est trop compliquée à remonter. Donc l'Union, elle avait déjà un rôle à jouer, elle l'a fait un peu sur les vaccins, elle l'a fait sur une distribution équitable plutôt qu'égalitaire d'un certain nombre y compris des matériels de protection, etc. Je ne crois pas que les États se mettent d'accord pour donner pour transformer les bases juridiques de telle sorte qu'il puisse y avoir des politiques contraignantes en matière d'organisation des systèmes de soins. Voilà, parce que c'est trop différent entre l'Allemagne et que les médecins résisteront à ça. Mais sur la santé publique, la promotion pour la santé, la diffusion de bonnes pratiques, la mise en place d'indicateurs, etc., il y a certainement pas mal de choses à faire. Je ne sais pas si je t'ai répondu, mais c'était compliqué tes questions. Hein. Ah oui, c'est des pistes, évidemment. Ah ouais. Laurence. On t'entend pas. Ton micro, Laurence. Voilà mon micro. Merci. Je suis médecin, donc j'étais intéressée par votre exposé. Et d'autre part, je fais de la recherche qualitative, ce qui me semble être votre modalité exploratoire également. Donc, j'avais une question qui était finalement la précédente sur, à partir des données d'exploration que vous avez eues, comment en effet produire des décisions pragmatiques
nous, dans notre approche qualitative, à partir de la question, il y a toujours l'objectif d'être au plus près du patient et d'avoir des propositions concrètes. Donc, en effet, à partir de toutes vos données, qu'est-ce que vous avez comme piste de propositions concrètes, hein, ça revient un peu à la question précédente sur comment on voit le monde d'après de la santé. Et puis, deuxième observation, vous avez évoqué en effet la parole des éducateurs spécialisés, des aides-soignantes. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, quand on sait qu'en effet les études qualitatives nécessitent un échantillon très petit en général, hein, avec le phénomène de saturation des données, à aller explorer tous ces corps de métier et faire des perspectives croisées pour imaginer un système plus performant. Et troisièmement, la question de la centralisation de Macron avec son conseil scientifique, mais il me semble que néanmoins la dissémination, la multitude, la foultitude, pour parler comme certaines, des agences est un problème d'une information adaptée. Ça ne communique pas et ça vient de toutes parts. Ça fait beaucoup de questions et de remarques, mais vous avez un esprit synthétique. C'est pas. Merci Laurence. Alors pour les propositions, il y en a. Le dernier slide était, si vous voulez, un petit peu des propositions. Voilà, sur cette question de la méthodologie, des retours d'expérience sur la gestion de crise, sur cette question de transformation de la préparation à la gestion de crise, de la mise en place d'une réorganisation du paysage de la santé publique et de la santé environnementale. Les deux doivent être liés. D'ailleurs, beaucoup de choses sont en train de fusionner. Il y a le projet de créer. Le défenseur des droits va inclure les questions qui étaient gérées par la Commission nationale des alertes en santé publique et en environnement. Donc, il y a toute une série de choses à faire. Et d'ailleurs, Olivier Véran a demandé au président du Haut Conseil à la santé publique, Franck Sauvin, qui dans quelques semaines va faire une proposition de réorganisation de ce paysage, de ces agences, etc. Est-ce qu'il y en a trop des agences ou est-ce qu'il n'y en a pas assez? Moi, j'ai du mal à répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que ce serait pas mal de faire une étude un peu précise sur les endroits où elles coopèrent, les endroits où au contraire elles se font la guerre, les endroits pour ensuite informer précisément plutôt que comme on fait à chaque fois, c'est-à-dire il y a une crise, on réorganise, on crée des agences, on en fusionne d'autres. C'est constamment comme ça, la crise du sang contaminé. On a créé l'agence du sida, puis l'agence nationale de recherche sur le sida, etc. Enfin, créer une organisation, c'est une réponse politique à la gestion de crise hyper traditionnelle. Moi, ça ne me dérange pas en soi. Ce que je veux, c'est qu'on se donne les moyens de réfléchir vraiment sur ce qui est de la recherche par profession. Il y a des gens qui travaillent sur ces questions de l'inégal accès à l'agenda public des différents groupes sociaux. Voilà, notre démocratie est formellement égalitaire dans notre capacité à faire monter les problèmes sur l'agenda. Dans les faits, elle ne l'est pas du tout. Et voilà, les éducateurs spécialisés, c'est certainement, ou les assistants sociaux, ce sont certainement des professions qui sont régulièrement au contact, comme les médecins, de gens en difficulté, mais ils n'ont jamais l'espace. Donc il y a déjà des travaux et il faut continuer de les pousser, mais ils n'ont jamais l'espace, on leur crée jamais, on leur offre jamais la tribune comme on a pu offrir la tribune aux médecins ces derniers temps. Et ils pourraient. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Laurence. J'ai quand même des propositions. Je ne peux pas tout présenter. Enfin, on a des propositions parce que je ne réfléchis jamais bien quand on réfléchit seul. En tout cas, moi. Et donc, on est un groupe de chercheurs. On a toutes sortes de propositions à la fois institut. Et puis, il y a effectivement, alors là, je suis moins spécialiste, mais je pense que voilà, il y a cette question de la réforme de la Constitution, quoi qu'on dise. Il y a beaucoup de choses. Bon, là, on ne va pas rentrer dans la question de la participation, de la crise de la représentation. Enfin, les élections vont être terrifiantes. Enfin, le processus électoral va être terrifiant de ce point de vue-là, avec
bon, voilà, enfin, moi, je suis un peu horrifié, mais il y a certainement beaucoup à faire aussi là-dessus, même si je ne suis pas un spécialiste. Je n'ai pas répondu à toutes tes questions. Il y a une que j'ai oubliée. Dis-moi. Moi, tu trouves? Non? Oui, oui, absolument. Non, non, si, bien sûr. Simplement, je crois qu'en tant que scientifique, on est les porte-parole, en effet, de notre objet d'étude. Et les travaux, en effet, on doit aussi être garant de la voix de ces éducateurs spécialisés, de ces aides-soignantes, il me semble, hein, c'est essentiel. On est des passeurs de voix, hein, des médiateurs. Mais je pense que c'était aussi la question d'implémenter dans un système décisionnel une approche méthodologique de type qualitatif, je crois que c'est le plus adapté, pour aller créer en effet des nouvelles données et une nouvelle manière d'appréhender les systèmes. Quand on va interviewer, nous, en effet, des médecins ou des infirmières sur la manière de vivre dans un service d'oncologie, on a une vraie information. Et donc, je crois que au lieu d'avoir un système un peu pyramidal où, en effet, on part d'un expert qui est tout là-haut, de mettre en perspective ces expériences de terrain, je ne vois pas comment on peut faire autrement pour modifier les organisations. Je pense que ça rejoint un peu les remarques de Rosan Vallon sur la question des épreuves. On est dans une crise démocratique majeure puisqu'on n'écoute pas ces gens, on ne les écoute pas. Et on doit, il me semble qu'on doit en effet utiliser ce matériel de données, d'études exploratoires pour prendre des bonnes décisions. Oui, alors, moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est vrai quand tu vois les sciences qui sont les sciences qui viennent de plus en plus informer les gouvernements, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'économie comportementale, qui fait une alliance avec les neurosciences et puis aussi avec le numérique. Ça fait un espèce de magma qui est très séduisant, y compris pour Emmanuel Macron. On a beaucoup parlé des nudges, la campagne de... Et ça, pour moi, c'est très dangereux et ça facilite pas du tout. Voilà, je pense que les sciences sociales et une partie des sciences sociales sont vraiment menacées, sont plus du tout, elles sont considérées comme appartenant à l'ancien monde par certains. Il y a, les derniers prix Nobel d'économie sont des gens qui portent cette économie comportementale, qui visent à agir sur les comportements entre guillemets à l'insu des individus. Emmanuel Macron s'en est beaucoup servi pour la gestion de cette crise, s'en est servi pour son élection. Au sein du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, tu as un truc qui s'appelle la DITP, qui était piloté par Thomas Cazenave avant qu'il se présente aux élections à Bordeaux. Et c'est grosso modo une machine à transformer l'État par ce type de méthodologie. Sans même parler de la représentation que tu parles, j'en rajoute une couche. Voilà, quand tu regardes ce qui séduit les gouvernements contemporains, en termes qui a les apparats de la modernité, ce sont grosso modo des sciences qui insistent sur la responsabilité individuelle et qui gomment les déterminants, on pourrait dire plus socio-structurels des comportements individuels. Voilà, donc on a vraiment, voilà, c'est accompagné par le néolibéralisme. Je le dis de manière très simple parce qu'il y a beaucoup d'aspects très positifs du néolibéralisme, à accompagner la pénétration de ces savoirs, et on a essentiellement des sciences individualistes. Quand tu vois le conseil scientifique de Blanquert à l'éducation nationale, voilà, moi je trouve que c'est très... C'est inquiétant. Donc, en termes de recommandations concrètes, tu vois, on dit reformer les élites. Par exemple, en ce moment, Amélie de Montchalin, elle va réformer l'Institut national
du service public, elle fait peu appel aux sciences sociales qualitatives, aux sciences historiques, comme on disait. Voilà, ce qui l'intéresse justement, c'est ces économistes. J'étais dans un débat avec elle il y a 3 jours et elle dit, mais on veut créer dans cette nouvelle école nationale du service public, on veut que les chercheurs discutent avec les décideurs. Ben, c'est super. Et puis, qu'est-ce qu'elle cite comme exemple? Elle cite, elle cite Tirole, Aguillon et Esther Duflo, qui elle aussi, même si elle travaille sur la pauvreté, elle le fait d'une manière dont seuls les économistes ont le secret, qui localise la responsabilité des comportements à l'intérieur des individus et non pas dans les conditions. Donc voilà, en tout cas, sache que moi, je suis assez pessimiste là-dessus. Oui, on est dans un paradigme complètement quantitativiste et avec un gommage absolu, et c'est ce que dit Rosan Vallon, d'un paradigme qualitatif et de l'expérience des individus. Et là, tout le monde est fasciné par ces big data, par le numérique, mais alors, qui peut être un outil, il n'y a pas de doute. Mais un outil d'organisation, un outil de communication. L'essence du vécu, elle vient des individus. Et donc, la recherche qualitative, les sciences humaines me semblent tout à fait utile. Ouais. Voilà, ça devrait être au cœur d'un système de réflexion. On va passer la parole peut-être, mais je pense qu'il y a 2 choses. Tu as la montée des métriques et du quantitatif qui effectivement réduit les expériences à des chiffres. Bon, ça, c'est toute une série. Rosan Vallon, il exploite toute une veine. J'ai pas lu son bouquin, mais il y a toute une veine de recherche là-dessus. Grosso modo, voilà, le triomphe du chiffre et du big data. Et puis, tu as de l'autre côté les conceptions de ce qui fait agir les individus pour concevoir les outils pour agir sur eux. Grosso modo, quand tu es un État, c'est gouverner les conduites, des fonctionnaires pour qu'ils produisent un meilleur service public ou des citoyens. Et les représentations qui nourrissent l'action publique, c'est des représentations très individualistes. On va lui donner plus d'informations, on va agir donc avec les nudges, tu vois, sur l'architecture de choix, mais tout ça a tendance à invisibiliser ce que les comportements doivent à des choses plus structurelles et plus collectives. Donc c'est encore aussi, et ça va dans le même sens. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair quand je vous dis ça, mais en tout cas, je suis content de vous le dire. Oui, merci. On passe à la question d'Olivier Taconnet. Juste petite question, on continue combien de temps? Il y a une question sur le chat. Et après, je vous avoue que je suis déjà un peu en retard dans une réunion, donc voilà. Olivier ou pas alors? Ori, c'est toi qui Oui, bien sûr, oui, évidemment. Olivier, et puis après on clôt. Merci. Ah, ça y est, oui. Vous m'entendez là? Oui, je voulais dire que c'était passionnant ce qui a été dit et qui montre les avantages et les inconvénients du système français. Mais qui fixe aussi un peu les limites, bon, même s'il fallait des limites de l'action. C'est-à-dire que s'il y a aussi l'intéressant dans la crise de la Covid, outre le fait que ça met à jour les faiblesses et forces de notre système, c'est aussi le fait que c'est le monde entier qui a été confiné, donc c'est la logique mondiale, c'est-à-dire qu'il dépasse les logiques d'État et de comment on se place là-dedans. Donc ça, c'est pour l'infiniment grand. Et pour l'infiniment petit, je veux dire que le rôle de l'État a complètement paralysé les initiatives locales. Et moi, je pense, j'habite dans une commune de 20 000 habitants et j'ai toujours pensé que dès le début du confinement, il aurait été important de mobiliser les services qui étaient complètement en dehors du coup, et de mobiliser, y compris, pourquoi pas, les élus, pour aller rendre visite à tous les habitants de la commune, parce que c'est pas possible dans une ville comme Paris, mais dans une petite commune, ça aurait été possible, ou peut-être ailleurs d'autres initiatives locales, pour voir où étaient les difficultés de créer un lien justement de très forte proximité. Donc voilà, c'était un peu pour voir ce que vous pensiez de ces réflexions.
Tout en me disant, parce que la conclusion de ce que vous venez de dire, c'est que finalement, ça ne s'est pas si mal passé en France. C'est intéressant de voir les dysfonctionnements et ce qui peut être amélioré, mais bon, il y a eu quand même des choses de fait, des capacités d'évolution, des débats internes et la possibilité d'agir. Oui, alors, si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a des réponses aux questions que j'ai faites à partir de mes intuitions et de ce que j'ai pu voir. Puis il y en a d'autres qui sont vraiment fondées sur des revues de littérature, la lecture de la presse, des documents institutionnels et des interviews sur lesquelles je suis un peu plus… Quand je dis que ça s'est pas mal passé, en fait, je partage un peu l'avis de Mathieu sans être capable d'en administrer vraiment la preuve. Bon, c'est vrai que comme observateur informé, mais sans que ce soit des résultats de recherche de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il a fait toute une série de paris. Et comme disait Mathieu, bon, il y a une partie de nous qui le regrette aussi, où il a réussi. Bon, alors après, il faut examiner les moyens. C'est vrai que le pass sanitaire, il faut. Comment dire, ce qui s'est passé pendant cette crise peut devenir, bon, c'est dit partout en ce moment, peut devenir le modus operandi un peu naturel pour la gestion d'autres crises. Et ça peut être. C'est pas qu'il n'y a pas. Alors, il y a eu plein de choses qui ont été faites localement, y compris en dehors des clous. Y compris ce que je trouve assez saisissant, c'est que finalement, toutes ces choses qui ont été faites et toutes ces bonnes pratiques, il n'y a aucun dispositif de retour d'expérience à vocation un peu nationale ou publicisée qui vont les choper, qui vont dire, voilà, on va avoir le rapport, on a le rapport d'Éric Ciotti, on va avoir les instructions, les procès, et puis… voilà, il y a plein de trucs à dire sur les nouvelles technologies, sur les groupes WhatsApp, sur les innovations qu'ont fait les pompiers alors que ce n'était pas leur territoire, ce qu'ont fait aussi les infirmières alors que ce n'était pas leur juridiction professionnelle, elles ont fait des dépassements, etc. Donc il y a plein de trucs. Donc cette revendication du monopole de la gestion de l'État a invisibilisé tout ça et on ne se donne pas les moyens de les rendre visibles pour en tirer les conclusions. Voilà. Moi, c'est ça qui me dérange. On ne se donne pas non plus les moyens. Quand moi, je pointe des dysfonctionnements, ce qui m'intéresse, c'est les déterminants des dysfonctionnements. Ce n'est pas parce que les gens sont incompétents, mais c'est vrai que quand vous êtes pris dans une logique d'action où vous défendez votre agence contre une autre agence pour vos budgets après, vous êtes pris, on a tous fonctionné comme ça dans le monde professionnel, où on se retrouve à défendre des intérêts qui sont des intérêts organisés, qui ne sont pas… Voilà. Et voilà, je trouve qu'on ne capitalise pas du tout pour se donner… et il y a eu plein d'actions… local, mais il y avait une revendication. Voilà, tout de suite, il a compris qu'il allait jouer une partie de son quinquennat là-dessus. Donc, il fallait qu'il prenne des risques, qu'il assume, et je ne sais pas si je réponds ou si je commente. Voilà. Oui, tout à fait. Moi aussi, c'était plus… C'est très bien. Je pense qu'on va déjà te remercier, Henri, parce que… Oui, merci beaucoup. Non, c'est très sympa Moi, je suis ravi de faire ça. Moi, je propose que s'il y en a qui ont des questions, qui me les envoient ou qui te les envoient, je transférerai le mail et puis tu peux peut-être les centraliser, Mathieu, plutôt. Ouais. Tu centralises les questions. Ok. Les engagés t'écrivent. Voilà. Oui, parce que Yann a posé des questions. Voilà, Yann a posé des questions, pas eu le temps de répondre. Voilà, et que après tu peux transmettre à Henri, ça fera moins de mails pour Henri. Je mets mon mail dans le chat tout de suite et puis vous m'envoyez des questions si vous en avez et je transmettrai. Et voilà. Et on va te remercier, Henri. On va remercier tout le monde d'être venu parce que… merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci, Henri. À bientôt. Et puis, vas-y, au revoir. Et surtout, continuez votre initiative. Moi, je trouve ça très bien. Nous travaillons d'arrache-pied. Je suis sûr. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.